Bonsoir à tous. Merci à tous de votre présence en ce dernier conseil de quartier duplex La Motte-Piquet-Grenelle. En préalable, je voudrais, comme d'habitude, rappeler que ce conseil est enregistré et sera sur le site de la mairie du 15e d'ici demain ou d'ici très peu de temps. Alors, nous sommes à le dernier conseil de la mandature du conseil de quartier et aussi de la mandature 2020-2026 du conseil municipal. C'est un double dernier conseil. Donc, comme d'habitude, le conseil de quartier s'est réuni en assemblée pour décider des thèmes de ce conseil. Donc, nous avons choisi deux thèmes. Les travaux en cours et prévus dans les espaces verts du quartier. Donc, nous avons la présence ce soir, et je l'en remercie, de Monsieur Lelon, qui est chef de la division du 15e arrondissement du service d'exploitation des jardins et de la direction des espaces verts et de l'environnement. J'ai tout dit. Merci beaucoup de votre présence. Et nous aurons aussi une intervenante, je crois, tout à l'heure. Et le deuxième sujet retenu a été le bilan d'activité du conseil de quartier. Donc, M. Semel nous fera un exposé et je participerai à cet exposé sur ce que nous avons fait pour la commission travaux du quartier. Et au cours de la réunion, je crois que M. Tempier, qui est le nouveau chef de la division du 15e arrondissement de la police municipale, nous rejoindra pour nous informer un petit peu de voilà. Bonsoir, monsieur. Bienvenue, installez-vous. Et donc, nous pourrons échanger sur ces sujets. Donc, comme d'habitude, il y aura un exposé sur chaque thème qui sera suivi de questions-réponses que nous grouperons par environ trois questions et ensuite pour apporter les réponses. Donc, je passe tout de suite la parole à M. Lelon pour son exposé sur les espaces verts. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci de me donner la parole. Effectivement, je suis de la direction des espaces verts et de l'environnement au service d'exploitation des jardins et je suis le chef de la division territoriale du 15e. Donc c'est vraiment tout l'ensemble de mon équipe que vous rencontrez au quotidien dans les espaces verts de l'arrondissement. C'est eux qui œuvrent sur le territoire pour entretenir et vous accueillir au mieux dans nos équipements. Et on a souhaité de faire un petit focus des travaux en cours. On en a un peu parlé tout à l'heure. Vous avez des interrogations, et notamment sur le square Frank Bauer. Et c'est le moment pour moi pour vous présenter un peu les difficultés qu'on a rencontrées et un peu le suivi de ce que sera le square et ce qu'on a prévu comme travaux. Avait été prévu en fin 2024 de refaire des travaux de remise en état de la serrerie du jardin qui était vraiment dépérissante. Enfin, elle tenait vraiment que par les végétaux et c'était plus acceptable en termes de sécurité et d'état du patrimoine. Et donc ma division a porté un projet auprès des Bâtiments de France parce qu'on est quand même sur un site protégé. Et lorsque je suis arrivé à la division en début d'année, j'ai repris tous les dossiers de mon collègue qui était parti. Et on s'est aperçu que lorsqu'on avait lancé les travaux, au printemps, on a eu un désaccord avec le prestataire, un prestataire qui a un marché avec la ville de Paris, le serrurier, tant sur le coût, clairement il voulait nous faire payer 2 fois le prix et c'était pas acceptable, et aussi sur le tracé de la serrerie qui reprenait pas le tracé d'origine de la serrerie, et ça non plus, c'était pas acceptable. Donc on est rentré un peu dans un conflit qui a duré plusieurs semaines, plusieurs mois. On a abouti à trouver un point d'équilibre et l'entreprise, on a dû faire un arrêt de chantier de juillet à novembre, c'est énorme. Dont on a laissé les clôtures de chantier dans la rue et on a protégé quand même le jardin. Et l'entreprise devrait intervenir à partir de fin décembre pour qu'on puisse réceptionner les travaux avant la fin de l'année. Dans les modalités qu'on a convenues,
qui sont une clôture à l'identique, même hauteur, qui respectent vraiment le patrimoine et le tracé du jardin, ce qui était important. On est en face d'une église, un site vraiment avec un patrimoine riche. Et donc, on devrait vraiment arriver au bout du bout. Ce qu'on a prévu aussi, c'est en début d'année de reprendre tous les seuils d'entrée qui sont en attente parce qu'on doit reprendre aussi les batteries de portillon. Donc ça, on fera ça début au premier trimestre 2026. Et on a prévu aussi de reprendre plusieurs zones de sol en stabilisé. Vous le savez, c'est un jardin ultra fréquenté et par de nombreuses écoles, notamment de nombreux enfants. Et on voudrait aussi continuer à améliorer les protections des pieds d'arbres en continuant nos entourages d'arbres et végétaliser. Donc ça, c'est un travail aussi qui sera fait sur toute la période 2026. On a aussi un projet dans le jardin de reprendre le petit aire de jeu avec le bac à sable qui est devenu obsolète et l'aire de jeu est vieillissante et on a de nombreux signalements d'usagers et dans nos contrôles réglementaires. Donc ça, on a prévu aussi de le faire avec le solde des crédits qui nous restera. La priorité restera quand même la serrurerie. On a souhaité aussi étendre un peu plus largement au quartier qui est le vôtre, en vous présentant un peu le projet sur Béla Bartok, parce que vous êtes quand même à frontière, et il y a une partie du quartier qui est sur le jardin. Actuellement, il y a un local d'agents de la ville, de mes équipes, de jardiniers, qui entretiennent vraiment tout ce secteur. Un local qui était vieillissant avec de nombreuses fuites et on avait eu un projet sur plusieurs années de reprendre les locaux sociaux des jardiniers. Donc c'est le rond bleu que vous avez sur le plan et surtout pour nous c'était aussi le moyen de féminiser l'équipe et d'avoir une meilleure mixité dans l'ensemble de mes équipes. Les travaux de rénovation des locaux sont en cours jusqu'en septembre 2026 et à l'issue de ces travaux de réaménagement des locaux sociaux, on mènera des travaux de rénovation partielle du jardin sur 2026, fin 2026, pour avoir un projet beaucoup plus large sur 2026 et 2027 sur le jardin. Notamment côté place de Brazzaville, revoir ces allées qui vont être tronquées et qu'on puisse avoir un cheminement normal de l'espace public dans le jardin, que vous puissiez traverser le jardin en toute sécurité. Pour ça, on a repris l'ensemble de l'éclairage public, on l'a remis aux normes, et on prévoit de refaire une grosse série de plantations en mars 2027. Ça paraît loin, mais on est sur une saisonnalité où on sera dans la bonne période pour replanter nos végétaux. Et actuellement, on travaille avec l'exploitant de la dalle, avec Paris Seine, pour trouver, avec nos collègues de la direction de l'urbanisme, une solution viable et intéressante d'exploitation du bâtiment qui se situe au surplomb du jardin, avec une réflexion avec eux de refermeture partielle entre l'espace public, le jardin et la dalle, pour vraiment permettre une bonne fluidité des mobilités et que vous puissiez être en sécurité. Dans le cadre du projet de bâtiment, c'est le rond qui est en rouge. On a une réflexion aussi de requalification de la zone technique de la DEV. Et ce projet, il est à co-construire. Donc je pense qu'on reviendra vers vous avec des pistes d'amélioration, soit d'étendre le jardin, soit d'étendre le jardin partagé, faire une aire de jeu. En tout cas, il y a une requalification à voir, mais c'est un projet qu'on portera et qu'on concertera. Hop. Je reprenais quelques éléments de langage sur le calendrier des travaux du square Béla Bartok, mais j'en ai parlé. Je fais défiler. J'ai parlé des locaux sociaux, un visuel de ce que sera l'extension des locaux au-dessus du bâtiment SFR.
Donc des travaux lourds, c'est des travaux qui ont demandé un relogement de mon équipe par des logements provisoires devant le square Pablo Casals. Ensuite, on a souhaité aussi vous expliquer ce qu'on voulait faire sur le square Pablo Casals. On a un projet qui n'est presque plus un projet maintenant, qui est en phase d'étude, de mise en place d'une clôture et de fermer le jardin pour 2026. Je vais vous présenter les études qu'on a menées et les travaux qu'on a lancés auprès de nos collègues de l'urbanisme. Donc là, on est en phase d'instruction. On souhaite aussi rénover l'aire de jeu qui a vraiment besoin de reprendre une structure, et on souhaiterait aussi peut-être changer vraiment la nature d'usage de cette aire de jeu. On voudrait implanter des brumisateurs en 2026 sur le site également, et reprendre un aménagement un peu horticole autour de la grande aire de jeu qui avait été rénovée. On a beaucoup de piétinements et on se dit que plutôt que d'interdire l'espace et la pelouse, plutôt prévoir une zone de détente avec des assises, peut-être des bains de soleil, assumer le fait que le public aille sur cette zone. Sur le projet de fermeture du jardin, donc c'est un sujet que ma division a porté depuis le début de l'année. Pourquoi la fermeture du jardin ? On a énormément de dégradation, on a des squatteurs dans le jardin, des stationnements aussi dans le jardin de 2 roues, du tapage nocturne, mon collègue pourrait en parler mieux que moi. On a énormément de dégradation, que ce soit sur les structures, les infrastructures, les aires de jeu. On a encore une aire de jeu qui est partiellement fermée, donc vraiment tous les usagers subissent cette dégradation. Notre matériel d'exploitation, on a eu plusieurs véhicules dégradés, ce qui nous empêche de bien fonctionner. Des dégradations dans le patrimoine végétal, on a eu de jeunes arbres arrachés, vandalisés. En fait, on a énormément de soucis à garder le jardin en bon état. Il y a eu des rixes dans le jardin, vous savez, il y a eu de nombreux jets de pierre sur les forces de police via la passerelle de d'Albot-Grenelle. Et des circulations de 2 roues la nuit, ce qui rend vraiment un climat dangereux pour les usagers. Et donc, porté par la mairie d'arrondissement, a été décidé, en accord avec la PREF, la préfecture de police, de fermer le square. Donc pour nous, le programme, il était assez clair. On ferme le square pour vraiment avoir un usage apaisé de cette voie principale, qui est aussi un axe important pour le quartier de traverser une mobilité. Pour nous, c'était aussi un moyen de mettre en sécurité les jardins lorsqu'on a des périodes de fort vent. Et on a eu toute une période de tempête fin juin qui a impacté énormément le 15e arrondissement. Et dans tous les jardins fermés, on peut vraiment mettre en sécurité tout cet établissement. Et pour nous, c'est très important. Pour nous aussi, c'est important de proposer une clôture à l'identique. Pas dénaturer non plus ce jardin qui avait une identité forte. On va poser des batteries de portillon pour éviter, dans tous les cas, des passages de véhicules de roues. Hop. Donc le programme qu'on vous propose, c'est sur la rue Emerio, poser un portail sur cette voie principale, remettre une rose de clôture dans l'angle du bâtiment, là où on a un coffret de commande de voirie pour éviter les intrusions plus faciles. Côté rue Ginoux, il y a toute une partie de clôture qui avait été installée sur le mur et les 2 tiers qui n'avaient pas été installés. Donc on remettra la même clôture, identique avec les mêmes portails. Et surtout, côté de la rue Héricard, toute cette grande entrée, avec cette petite place qui génère énormément de nuisances. Là, on propose de reposer toute une clôture sans muret, de même hauteur, 2,30 m, pour harmoniser vraiment l'ensemble du jardin
un grand portail et une batterie de portillon anti-chien. Je vous ai mis quelques visuels. Donc là, on est... Là, on est sur la rue Ericard. Je pense que vous avez touché le rétro. Hop. Voilà. Donc des portails qui font 2,30 m pour reprendre vraiment la clôture existante. On gardera le motif à l'identique. On reprendra la peinture. On reprendra vraiment les motifs qui ont été tordus. Côté Ginou, on vient le visuel où on vient refermer sur la clôture existante, sur l'aire de jeu existant. On pose des portails, des batteries de portillon, et on s'isolera aussi de la dalle Beaugrenelle. Et la dernière partie, côté Ericard, tout ce grand portail qui va vraiment refermer le jardin. Donc on a décidé de ne pas le faire sur un mur bahut, pour éviter d'alourdir la perspective. Au niveau de la direction de l'urbanisme, on nous a demandé d'avoir quelque chose aussi avec de la transparence. On ne vient pas cadenasser, on ne fait pas un fort de jardin. Le jardin, on a besoin d'avoir une continuité. Par contre, on y mettra un portail double avec un accès sécurisé pour les poussettes et les enfants et une batterie de portillon. Hop, un autre visuel. Portail fermé. Et dans notre planification, on a commencé les 2 mois d'instruction auprès des services d'urbanisme. Le projet a été validé dans un premier temps, donc il est en cours d'étude. C'est 2 mois. Ça nous emmène en début d'année. On a à peu près entre 8 à 10 semaines de préparation et de fabrication avec le serrurier. 2 mois d'insertion dans son plan de charge et à peu près 4 mois de réalisation de travaux. En gros, ça nous emmène à juin 2026. Voilà. Sauf avis contraire de la direction d'urbanisme. Très franchement, je ne vois pas ce qui pourrait bloquer. En tout cas, on s'adaptera. Je vous ai parlé le dernier visuel, je vous ai parlé de l'aire de jeu qui est dans le square, qui est entourée en rouge, en face la grande aire de jeu côté rue Ericard. Cette aire de jeu qui est sur une tranche d'âge de 6 ans, qui est très vétuste. On a des signalements dans nos contrôles trimestriels de reprise d'éléments. Et donc, nous, ce qu'on propose, c'est qu'une proposition, pareil, c'est une co-construction que l'on fera, c'est de changer carrément un usage. La grande aire de jeu, elle reprend déjà cet usage d'enfants de 6 ans. Et on se posait la question, dans notre maillage, on a tout un travail de maillage des agrès sportifs, soit pour une discipline douce ou plutôt intensive, et de ramener un usage qui pourrait être vertueux pour le jardin et complémentaire avec les équipements qu'il y a en place actuellement, et pourquoi pas avoir une proposition d'une structure multi-sport qui pourrait ramener aussi un usage plutôt ado, qu'il n'y a pas dans le jardin, et refixer un usage positif dans le jardin. Mais ça, on peut en parler, c'est qu'une proposition. Voilà la fin de l'exposé. Merci beaucoup, Monsieur Lelong, pour votre exposé. Donc, on peut passer aux questions sur ce sujet. Juste une petite question préalable. Les dégradations, est-ce que vous savez si c'est surtout le jour ou la nuit ? Vous avez parlé de la nuit, enfin de la sécurisation la nuit. Mais est-ce que vous avez des informations là-dessus ? Alors, je vais faire la première partie de réponse. Parce que moi, j'exploite le jardin, on va dire, de 7h30 à 16h20. Ah oui. Et après, donc, nous, on constate le lendemain matin. C'est vrai qu'on a beaucoup de dégradations. On a peu de signalements le matin. On voit arriver quand même toute une population en cours d'après-midi qui est là, qui squatte un peu. On suppose qu'il deal un peu aussi. D'accord. Mais je vais laisser mon collègue apporter une réponse. Bonsoir. Oui, effectivement, le Pablo Casal est actuellement un square ouvert H24.
Donc, ce qui pose problème, c'est que c'est comme si on était sur l'espace public. Donc, pour intervenir, il nous faut une flagrance contraventionnelle en matière de nuisance sonore ou d'incivilité. Bon, le trafic de stupéfiants ou l'usage de stupéfiants, c'est la police nationale, c'est pas la police municipale, ça fait pas partie. Mais néanmoins, on mène de nombreuses opérations conjointes avec la police nationale. Et on évince dès qu'il y a incivilité, mais évidemment, le fait que ce square soit fermé va nous faciliter le travail, parce qu'effectivement, on arrivera sur un site fermé et on aura une vraie raison d'évincer les groupes. Parce qu'il faut pas, bien sûr, c'est pas une barrière qui va arrêter des jeunes. Donc, mais nous, à ce moment-là, on a une vraie raison pour les évincer, pour les verbaliser pour intrusion, donc au règlement des espaces verts. Voilà, ça nous fera une vraie raison d'intervention et ça solutionnera l'occupation, en tout cas, de ce square. Merci beaucoup. Monsieur le maire, si vous... Oui, je voudrais remercier le nouveau chef de service des parcs et jardins du 15e, que j'ai eu le plaisir d'accueillir il y a quelques mois ici dans le 15e. Et je voudrais faire quelques observations d'ordre général. D'abord, je me demande si c'était une bonne décision que de remplacer les grilles du square Frank Bauer, dans la mesure où, pour moi, ce n'était pas la priorité. Et deuxièmement, j'aurais aimé qu'on soit vraiment sûr qu'il fallait remplacer ces grilles, ce qui coûte fort cher, et ce qui ne permet pas de faire d'autres travaux dans d'autres squares, voire celui-là d'ailleurs. Pire, c'était une catastrophe sur un plan juridique, puisqu'il y a eu le contentieux avec l'entreprise qui a amené tout ceci à être gelé pendant des mois, et vous avez une espèce de grillage là, qui n'a pas lieu d'être en ce moment depuis des mois sur ce square. Nous étions encore d'ailleurs samedi avec Jacques-Henri pour la fête, et vous-même, Monsieur le Président, pour la fête de quartier. Je pense qu'il y a des décisions qui sont prises au niveau central et qui ne correspondent pas à ce qui est souhaitable sur le terrain. Les directions centrales sont trop éloignées du terrain, et je pense que c'est le genre de décision qui devrait être prise à l'échelon local d'arrondissement et non pas n'importe comment à l'échelon central. Voilà, je dis ma façon de penser, et je pense qu'il y a beaucoup de domaines où l'échelon d'arrondissement devrait être décisionnaire, notamment quand il s'agit des décisions concernant la gestion de politique locale. Un square, ça ne doit pas remonter jusqu'au central, surtout quand c'est mal fait, mal organisé, mal décidé. Voilà, ça c'est la première chose. Surtout qu'il y a des problèmes aussi dans le square voisin, Nicole de Haute-Cloque, où on a aussi des trafics, etc. Enfin bref. Pour ce qui concerne le Pablo Casals, le Pablo Casals, le problème c'est que on cumule deux inconvénients. Le fait qu'il y ait un certain nombre de problèmes de sécurité sur la dalle, et que, deuxièmement, ce square, je me demande pourquoi d'ailleurs, c'est la réalisation de l'époque, qui a été très mal faite également, est totalement ouvert. Donc, ce qui permet bien sûr au trafic de tout genre de s'y produire jour et nuit, avec des intrusions permanentes de jeunes. Nous avons dû fermer d'ailleurs la passerelle qui surplombe la rue Emerio le soir, de façon à essayer de sectoriser un peu et d'empêcher les trafics, enfin des passages des dealers. Et des deux roues, bien sûr. Et puis des jeunes qui jettent des pierres aussi sur les voitures qui passent en dessous, enfin n'importe quoi. Vous savez comment ça se passe. On a une dalle au Grenelle qui n'est pas une dalle où il y a beaucoup de problèmes de sécurité, mais qui est une dalle qui, comme toutes les dalles, est assez insécure parce qu'elle est à l'écart de la ville, elle est en hauteur, elle est coupée du reste de la ville, et donc il y a peu de surveillance. C'est la raison pour laquelle, à la place, à l'époque, il y a des années, j'avais mis un certain nombre de caméras. Je pense qu'il en faudrait davantage. Il y a d'ailleurs eu 2 audits de sécurité qui ont été décidés, avec évidemment, depuis l'affaire Youri, par la SEM Paris-Seine, pour savoir comment améliorer les choses. Nous avons fait moult visites de terrain avec Jacques-Henri et la SEM, de façon à pouvoir améliorer la sécurisation de la dalle, c'est-à-dire supprimer des issues, améliorer l'éclairage, prévoir des patrouilles supplémentaires, etc., etc. D'ailleurs, je vais intervenir au Conseil de Paris cette semaine sur la dalle Beaugrenelle, puisqu'il y aura un petit débat là-dessus au Conseil de Paris cette semaine. Donc, le Pablo Casals, évidemment, contribue à cette insécurisation du site, puisqu'elle est très liée à la dalle. Donc, c'est très important que de fermer ce square. Je dirais même que la police municipale ne peut pas tout faire dans l'état actuel des choses, puisque ses compétences sont très limitées. Je souhaite que le projet de loi
qui devrait intervenir au mois de janvier soit adoptée par le Parlement, et qui est la résultante de ce qu'on appelait le Beauvau des polices municipales et qui donnera beaucoup plus de pouvoir d'intervention policière à la police municipale, comme par exemple la possibilité de mettre des amendes forfaitaires délictuelles pour la consommation de stupéfiants. Donc la police municipale, il faudra peut-être changer son statut évidemment, je pense qu'il est nécessaire de le changer d'ailleurs sur plein de choses, pourra intervenir en matière de stupéfiants. Elle pourra accéder à des fichiers de police, elle pourra intervenir sur une demi-douzaine de délits, enfin en tout cas d'infractions contraventionnelles sur lesquelles elle ne peut pas actuellement intervenir. Donc il y a des améliorations à venir, aussi bien en matière de prévention situationnelle, puisque notre priorité c'est comme la sécurisation, prévention situationnelle sur la dalle, et puis renforcement des compétences de la police municipale, ce qui permettra d'aller beaucoup plus loin dans le fond de la sécurité, pas seulement sur la dalle d'ailleurs, mais dans tout l'arrondissement. Merci, monsieur le maire. Je rajouterai un mot à ce que vous avez dit. Il y aura l'évolution des compétences de la police municipale. Évidemment, il faudra l'adapter avec la coordination avec la police nationale. Bien sûr. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut peut-être commencer par le conseil de quartier. Si il y a des questions, allez-y. Et ensuite, on passera aux questions dans le public. Oui, bonsoir monsieur. Merci monsieur Lelong pour cette présentation qui est fort intéressante. Alors moi, pour le comité de défense Beaugrenelle, en fait, je m'intéresse essentiellement à ce qui se passe sur Béla Bartók et sur Pablo Casals. Alors là, vous nous annoncez plutôt des bonnes nouvelles. La fermeture de Pablo Casals, ça va résoudre beaucoup de problèmes. Je m'interrogeais sur justement la passerelle, comment la passerelle descend de la dalle et la rue Ginoux et le square, comment ça va s'articuler pour être sûr qu'il n'y ait plus de difficultés de cheminement. Vous avez aussi parlé donc de la rénovation en fait de la petite aire de jeu qui est un peu excentrée, c'est vrai, qui est très peu utilisée, qui semble tout à fait obsolète. On est quand même à une époque où on parle beaucoup de végétalisation dans la ville, de trouver de la pleine terre, de trouver du calme. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir à redonner simplement de la nature à cet endroit-là? Pas forcément toujours des usages. Enfin, la nature est un usage aussi, en fait. C'est un usage pour notre bien-être au quotidien. Donc ça, c'est mes remarques sur Béla Bartók. J'avais une vraie question sur Pablo Casals. Par contre, sur Béla Bartók, j'avais une vraie question. Vous n'avez pas parlé, il me semble, de ce qui va se passer autour de la Maison Ronde. En fait, quand vous parlez des locaux sociaux, ce sont les ateliers qui sont en dessous. C'est ça. Donc la Maison Ronde, rien n'a été dit. Et l'autre point qui m'intéresse, c'est la requalification de ce qui est aujourd'hui un jardin pédagogique qui est utilisé par les enfants des écoles et des centres de loisirs. Il est petit, il a du mal à être entretenu, il est près des voitures, c'est pas le meilleur endroit pour ce jardin. Par contre, c'est fondamental pour nos enfants de pouvoir avoir accès à ce que c'est que du jardinage et de la vraie nature et tout ça. Merci Voilà. beaucoup pour votre question. On va peut-être demander... Une petite question. Oui, allez-y, oui. Je On va voudrais connaître regrouper. le budget provisionnel des travaux de serrurerie dans les deux parcs. Est-ce qu'il y a une troisième? On va peut-être grouper avec les questions si des gens ont des questions dans le public sur ce sujet. Oui, madame. Merci. Oui, j'avais 4 petites remarques à faire. Tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez en train de faire l'entourage des arbres. Donc, c'est ce que vous faites aussi au square Saint-Lambert. Or, vous avez dit que c'était un square qui était très fréquenté avec beaucoup d'enfants. Donc, pourquoi on s'ingénie à rétrécir l'espace ? Et pourquoi, d'habitude, on ne fait pas un entourage d'arbres dans les squares ? Donc là, vous avez, si j'ai bien compris, c'est un entourage autour de chaque arbre. Ça, c'était la première réaction. La deuxième, c'était, vous parlez de dégradation. Et pourquoi on ne mettrait pas des vidéos, des caméras à ce moment-là uniquement le soir ? Parce qu'apparemment, c'est surtout le soir qu'il y a des problèmes. Donc ça, c'était une autre question.
Une autre aussi, c'était le portail. Apparemment, sur votre slide, le portail est différent des autres que l'on voit dans les squares. Il n'est pas vert, il n'est pas... Donc apparemment, là, il est noir, d'après l'image. Et les grilles sont très hautes. Vous avez dit 2,30 m. Donc, qu'est-ce qui justifie la hauteur des grilles? Parce que, par exemple, vous voyez le square Yvette Chauviré, les grilles ne sont pas à 2,30 m. Donc, c'est quoi le critère pour la hauteur des grilles? Est-ce que vous avez quelque chose de défini ou pas? Et la dernière, c'était les pelouses. Est-ce que vous allez remettre des pelouses? Parce que c'est un peu la demande de tout le monde. Dès qu'il fait beau le soir, on aime bien être sur les pelouses, y compris pour pique-niquer. Donc, est-ce que vous avez prévu des espaces verts, des pelouses? Voilà, merci. Bien, merci beaucoup, Monsieur Lelong. Oui. Là, vous avez Je première peux- série de réponses. Oui, je peux répondre. Du coup, pour répondre sur la première question, sur la passerelle et le bâtiment qui donne sur Béla Bartók, c'est un bâtiment qui est géré par la ville. Hein. Donc il est sous gestion ville et donc c'est la direction d'urbanisme qui gère ce bâtiment actuellement. Et donc ils sont en train de chercher un porteur de projet à ce bâtiment pour le remettre en fonctionnement et qu'il ait un vrai usage. Donc je pense qu'on va aboutir à quelque chose. Franchement, c'est pas moi qui porte ce projet, je pourrais pas vraiment vous en parler. Et l'exploitant de la dalle et la dev, parce qu'on est vraiment au contact des deux côtés du bâtiment, on réfléchit à regarder la redistribution des usages de toutes les allées et de l'exploitant des allées. Pour justement ne plus avoir des couloirs avec des zones non exploitées, avec du squat. Donc je pense que la fin des travaux des locaux sociaux va correspondre à un réel projet qui va aboutir au niveau de la DU sur le bâtiment. Et nous, les travaux d'amélioration du jardin en fin 2026, début 2027, vont vraiment s'articuler là-dedans. Donc je pense qu'on va arriver à quelque chose qui devrait être gérable dans le temps. Juste pour apporter une toute petite précision, sur ce bâtiment que beaucoup appellent en effet la Maison Ronde, il est inoccupé dans sa partie haute. Ce sont d'anciens bureaux qui sont effectivement vacants depuis longtemps. En revanche, la partie basse, 2 ou 3 niveaux, ce sont des installations techniques d'SFR, enfin d'une société qui s'appelle Ultra Edge, qui est liée à SFR, et qui, eux, doivent rester. Enfin, apparemment, leur déplacement serait trop compliqué. Mais en revanche, effectivement, il y a une réflexion sur la partie haute. Avec la Paris-Seine notamment et la ville de Paris. Mais cette réflexion est en cours et évidemment le souhait de la mairie du 15e, c'est que cet équipement qui est quand même très bien situé, même si d'un autre côté il est très peu accessible, parce que c'est une construction un peu tarabiscotée et avec beaucoup d'escaliers, mériterait une réflexion et un usage utile aux habitants du quartier. Et après, si on veut... alors, sur la deuxième partie des questionnements, sur le square Frank Bauer, on a une stratégie de replantation d'arbres. Vous savez, on replante vraiment arbre pour arbre, sauf sur un gros patrimoine ombragé où on décide de reporter l'arbre du site un peu plus loin parce qu'on expertise, on juge qu'il aura une meilleure vie en le décalant. On plante des petits arbres. Forcément, un alignement d'arbres dans un plateau stabilisé où on reçoit 800 enfants par jour minimum, il y a un piétinement qui se fait au pied de l'arbre et là, on n'arrive pas à tenir la cuvette d'arbres et on s'aperçoit que les arbres n'arrivent pas à faire leur système racinaire, n'arrivent pas à s'implanter à cause de ce piétinement du collet de l'arbre. Donc la seule solution de préserver nos arbres qui seront plus tard le couvert végétal qui serviront pour nos enfants, c'est de protéger le pied d'arbre. Et comme on ne peut pas y mettre de clôture, parce que sinon on va clôturer tout le jardin, la seule solution sur ce jardin, c'est de faire vraiment sanctuariser un périmètre autour de l'arbre et de le végétaliser. Voilà pourquoi on mène plutôt cette politique. Ensuite, sur la hauteur de la grille du square Pablo Casals, c'est la hauteur 2,30 m, c'est la hauteur de la grille existante sur une partie déjà de l'aménagement qui a été fait. Donc on vient simplement refermer la clôture existante et elle est noire parce que à la conception, c'est vrai, comme dit monsieur le maire, un peu tronqué de ce jardin, on ne sait pas ce qu'il trouve. C'était
une place, un espace public, et on a voulu y insérer un jardin. On n'a pas fait le travail jusqu'au bout à l'époque. C'est pas moi qui ai porté le projet, je ne sais pas. En tout cas, les clôtures étaient noires, et donc lorsqu'on fait des travaux de réaménagement, on part du principe qu'on vient s'insérer, on vient s'adapter au plus juste à l'existant. Et c'est pour ça que c'est noir. Et ensuite, l'ouverture des pelouses, on essaye d'équilibrer les strates végétales entre arbustes, arbres, arborés, vivaces, pelouses. Lorsqu'on peut faire des pelouses, on essaye de les faire, mais dans les tracés des jardins actuels. Et on est sur des petits squares de quartier. C'est pas si simple et c'est assez compliqué de contenter vraiment tout le monde. Et le financement, ça coûte combien ? Oui. Attendez, il y a peut-être Madame Bismont, allez-y. Oui, merci beaucoup. J'avais juste une question. Je voulais savoir quel est le devenir de la fontaine à Béla Bartók. Là, je crois qu'elle est, Alors la fontaine au elle est Christo, protégée par oui. la végétation qui a envahi, je crois, les pourtours. Mais est-ce que vous avez des infos sur... La fontaine au Christo est en effet hors d'eau depuis maintenant des années et des années. Le conseil de quartier, ce conseil de quartier et le conseil de quartier Immorio Zola ont déposé un projet budget participatif pour remettre en état un peu plus encore le square Béla Bartók, intégrant la remise en état de cette fontaine. Il n'a pas été retenu parmi les projets lauréats, mais voilà, on pourra être représenté éventuellement ultérieurement. Effectivement, c'est la structure même de cette fontaine, mais Monsieur Lelon le dirait mieux que moi, qui aujourd'hui pose problème. Donc ce sont des travaux qui sont malheureusement très importants si on devait la remettre en eau. Oui, effectivement, il y a un sujet technique hydraulique, mais qui n'est pas ingérable. Par contre, il y a une réelle problématique structurelle qui tient l'œuvre d'art, parce qu'on est quand même sur une œuvre d'art avec un fondeur connu, il y a une prestation intellectuelle et les droits sont encore ouverts, où il y a un travail gigantesque à faire sur la structure, ce qui n'a jamais été financé. Merci. Merci. Et sur le financement, question de Monsieur Well. Alors, le budget des clôtures du square des clôtures de Pablo Casals, c'est un budget de 200 000 euros. Et sur le budget de Frank Bauer, alors on n'est pas tout à fait sur les mêmes travaux, même si au niveau serrurerie, quoique en serrurerie on est en beaucoup plus de serrure, on est plutôt autour de 300 000 euros. Avec des reprises de seuil d'entrée, avec des reprises de soldes stabilisés, avec une requalification du portail d'accès pour rentrer en façade de clôture et de la rue, parce qu'on a aussi beaucoup d'animations portées par vous parfois aussi, hein, on y fait des fêtes de quartier dans le jardin, et on a l'accès du portail qui n'est pas dans l'axe de la rue, donc il y a eu tout ce traitement-là, et donc c'est plus cher. Mais c'est des prix qui sont cadrés par les marchés publics de Paris. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des questions dans le public, par exemple, sur les espaces verts ? Oui. Oui, madame ? Oui, ce sont les espaces verts uniquement de ce quartier, ou ça peut être, on peut parler aussi, par exemple, de Violet et Saint-Lambert, parce qu'en fait, quand on habite le 15e, on se promène un petit peu dans tous les squares. Donc, est-ce qu'on peut dire un mot sur Saint-Lambert ou pas du tout ? Dites-moi. Alors, c'est vrai qu'on parle plutôt des espaces verts qui sont dans le périmètre du quartier Duplex Lamotte-Piquet. Alors, comme Duplex partage avec Immorio Zola le front de Seine et qu'une partie de Beaugrenelle se trouve dans le quartier Duplex Lamotte-Piquet, par exception, c'est vrai qu'on a parlé de Pablo Casals, d'autant qu'il y a un projet important pour tout le quartier. En revanche, je pense que ce n'est pas forcément le lieu pour parler de tous les autres espaces verts, même si M. Long a certainement toutes les réponses, mais vous pouvez peut-être lui poser à la fin de la réunion une question concernant un autre espace vert. Bien, merci beaucoup. Oui, madame. Alors
alors je vais un tout petit peu désobéir, je vais parler des espaces verts en général, malgré tout. Une dame parlait du plaisir d'être dans la nature, d'avoir de l'herbe, etc. Est-ce qu'on peut penser à préserver le silence de ces espaces verts, c'est-à-dire ne pas être pollué par des enceintes, par du bruit, par des télé... Voilà, est-ce que cet aspect-là pourrait être envisagé et faire en sorte que quand on est dans un espace vert, on a envie d'entendre les oiseaux, on a envie de respirer, et pas la sono du gars d'à côté, du mec qui fait du sport, de la buvette. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose auquel on pourra penser globalement au niveau de Paris ? Les enfants, les voix des enfants, c'est un plaisir. Voilà. Non, bien sûr, je parle de tout ce qui est moteur, tout ce qui est son radio, voilà, tout ce qui est amplifié, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une dernière question sur ce sujet, les espaces verts ? Alors, oui. En réponse à votre question, bien sûr, c'est une préoccupation. S'il y a tapage, on a parlé du tapage nocturne avec le square Pablo Casals, mais en journée, bien sûr, vous pouvez aussi, et c'est aussi le rôle de la police municipale, qui est une police de la tranquillité publique, d'intervenir lorsque il y a des problèmes récurrents dans les squares. Alors, je ne sais pas de quel square vous parlez, mais bien sûr, ça fait partie de leur prérogative. Monsieur Tempier, vous voulez peut-être intervenir sur les... De toute façon, Monsieur Tempier doit parler ensuite justement du rôle de la police municipale. Donc ça fait une excellente transition. Oui, bien sûr, on est assermenté au règlement des espaces verts. Et là, les nuisances sonores en font partie. Après, ça dépend quelle nuisance. Enfin, c'est à nous d'apprécier. Quand vous parlez d'enceinte, oui, je vous rejoins. Mais après, d'autres nuisances, je sais pas, faut préciser. Oui, je voudrais dire un mot là-dessus parce que c'est une question extrêmement importante. La nuisance par le bruit, c'est une des principales préoccupations de nos concitoyens à Paris. D'ailleurs, les mains courantes des commissariats à la nuit sont à 50% par des questions de bruit, de gêne de voisinage, etc. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai mis en place, voilà quelques mois, un comité du bruit à la mairie du 15e qui regroupe, que préside Madame Evren, qui est sénatrice, et qui regroupe toutes les partenaires, en quelque sorte, ou les institutions aussi qui sont émettrices de bruit, genre SNCF, etc. Et puis, il y a un ordre du jour de ce comité du bruit pour essayer de diagnostiquer, on a une carte du bruit d'ailleurs dans le 15e, du coup, de diagnostiquer les sources d'émissions de bruit, évidemment, essayer de les résorber. Donc, je trouve que c'est une très bonne remarque que vous faites, auquel nous n'avions pas pensé, c'est vrai, jusqu'à présent, et que je vais demander qu'on mette à l'ordre du jour cette question du bruit dans les parcs et jardins, de façon à ce qu'on puisse bien identifier et puis essayer de prendre les mesures adéquates, que ce soit par les agents d'accueil et de surveillance ou la police municipale qui est compétente à cet effet. Oui. Et on a acquis des sonomètres d'ailleurs dans la police municipale parisienne depuis peu. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, la transition a été faite. On va peut-être, puisque vous avez... nous vous remercions de votre présence, Monsieur Tempier, et Monsieur Lelong pour votre intervention, bien sûr. Merci beaucoup. Et nous allons passer donc peut-être à une présentation de la police municipale. Je vous passe la parole, Monsieur Tempier. Oui, merci. Bonsoir. Donc je me présente, je suis Monsieur Tempier, je suis directeur de police municipale. Alors mettre un directeur de police municipale à la tête de votre division territoriale de police municipale du 15e arrondissement est un vrai choix de la mairie, de mettre un policier municipal à la tête de cette division, ce qui n'est pas toujours le cas dans tous les arrondissements. Donc j'ai été, dans le cadre de la territorialisation, j'ai été donc nommé au final par Monsieur le maire et son adjoint, qui sont mes autorités fonctionnelles et qui donc nous donnent une partie de nos missions, de nos priorités sur l'arrondissement, et aussi au travers d'une doctrine de la direction centrale. Donc vous savez qu'on est une police municipale quand même jeune, on a 4 ans d'existence, on va fêter la 4e année en 2026.
Donc à l'origine, nos missions sont rédigées dans une convention de coordination avec la préfecture de police qui définit nos missions, mais aussi il faut le dire, les choses qui ne sont pas de l'ordre de nos compétences. Sinon, en clair, la DT15, c'est 185 agents. C'est une présence opérationnelle de 7h à minuit. En dehors de ces créneaux, vous avez des unités d'appui qui sont basées en centrale au centre de Paris et qui se déploient sur notre demande sur l'ensemble du territoire parisien. Donc vous avez une unité d'appui matin, une unité d'appui jour, les motards, les cynophiles, donc maîtres chiens, une unité d'appui soirée et aussi beaucoup une division d'appui nuit auquel on fait beaucoup appel. Donc après, on va dire après 23h30, on fait appel à eux sur les grosses problématiques nocturnes, notamment ce qu'on vient de parler des nuisances sonores. C'est une de leurs principales activités. Donc c'est pas 185 policiers municipaux, je disais 185 agents, ce ne sont pas 185 policiers municipaux, c'est 16 collaborateurs, 16 cadres collaborateurs qui me secondent. Ce sont 72 gardiens de police municipaux APJA 21. Donc c'est 6 brigades jour et une brigade de soirée. J'ai le plaisir d'être accompagné ce soir par le chef de brigade de la soirée, qui commande à lui seul 20 gardiens de police municipaux. Une brigade de soirée très active, avec une doctrine, on va dire, un petit peu plus interventionniste et sécuritaire que le reste de la DT, d'où le travail en soirée. Hein. On est sur des problématiques un peu différentes en soirée. Notamment, on a parlé des incivilités et on va dire limite de la délinquance sur Pablo Casals, où ils interviennent très fréquemment en mission conjointe avec la police nationale. Donc c'est aussi 75 AS espaces verts, donc, qui sont aussi assermentés, qui travaillent en médiation et en application du règlement dans l'ensemble des espaces verts du 15e arrondissement. Là, c'est 4 brigades. Et on assure aussi la sécurisation de la mairie du 15e, donc c'est une brigade de surveillance bâtimentaire. Et une autre brigade, on a une belle brigade aussi de médiateurs qu'on projette sur les alertes RIX, par exemple. Entre établissements, la dernière alerte, c'était entre le 15e et le 16e. Je ne vais pas citer les établissements, mais ce n'est pas sur votre secteur. Donc là, on les projette en sortie et en entrée des établissements pour apaiser les groupes de jeunes et éviter les RIX entre groupes de jeunes. C'est souvent entre arrondissements, là c'est 15-16, avant c'était avec le 17. Enfin voilà, c'est bon. Et vous imaginez que c'est beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, beaucoup de ces, on va dire que de ces conflits naissent malheureusement sur les réseaux sociaux pour pas grand chose, quoi. Mais ça peut vite dégénérer et notre brigade, c'est une des principales missions de notre brigade de médiateurs. Voilà. Sinon, nos missions, c'est comme je le disais, l'entrée et sortie des établissements scolaires. Ça, c'est une priorité. C'est les marchés, c'est les manifestations à caractère festif. Vous avez dû nous voir sur les 10 km du 15e, sur les illuminations de Noël, sur le festival Brassens, sur les défilés d'enfants Halloween, sur les renforts du parc de l'Étrange au parc André Citroën. Voilà, c'est aussi le stationnement gênant ou abusif, la régulation des déplacements en général, avec beaucoup d'opérations de contrôle sur les pistes cyclables vers les utilisateurs de vélos, mais aussi des opérations cinémomètres, donc contrôle de vitesse, sonomètre sur les 2 roues motorisées qui ne respectent pas la réglementation. Donc une belle brigade de soirée, je vous en ai déjà parlé. Donc voilà, sinon aussi la lutte contre les incivilités. Pour ce quartier, vous êtes très bien représenté dans notre activité, hein. Vous représentez presque 13% des missions planifiées. Au niveau de la verbalisation en régulation des déplacements, on a établi, alors ces 6 derniers mois, on a établi 32 000 PV. Et vous êtes représenté à hauteur de 5 000 PV, donc 15% presque 16% de l'activité pour votre quartier. Donc c'est une des meilleures représentations dans notre activité. En lutte contre les incivilités, idem, hein, on est presque à 16% de notre activité. Donc là,
c'est moins représentatif que la régulation des déplacements, parce que là, on est sur de l'incivilité sur des personnes. Donc là, c'est un peu plus compliqué. Donc on est à 439 PV sur les 2848 qui ont été établis sur l'ensemble de l'arrondissement. Je suis à votre disposition pour toutes les questions que vous voudrez. Merci beaucoup, Monsieur Tempier, pour votre présentation et un merci particulier pour les chiffres de notre quartier. Est-ce qu'il y a des... Oui, Monsieur Mandola, allez-y. Oui, il y a un an, vous évoquiez une problématique importante qui était que la plupart de vos agents ne trouvaient pas d'habitation, d'appartement et venaient d'assez loin. Donc, entre autres, des délinquants avaient des logements sociaux au détriment de vos agents, ce qui était scandaleux, évidemment. Donc, qu'en est-il aujourd'hui de cette problématique ? Plutôt, je vais laisser Monsieur le maire répondre. Oui, alors, pour parler très clairement, l'attribution des logements sociaux à Paris est faite par plusieurs attributaires. La mairie de Paris, l'État, les bailleurs sociaux, voire ce qu'on appelait le 1% patronal autrefois, c'est-à-dire tous ceux qui contribuent à l'effort de financement pour la construction de ces logements sociaux. Je rappelle que dans le 15e, on est passé en 20 ans de 13 000 à 28 000 logements sociaux, ce qui fait qu'on y en a plus que dans le 18e arrondissement aujourd'hui. Bref, moi j'ai une commission d'attribution, comme la ville de Paris d'ailleurs, une commission d'attribution de logements qui est composée des élus à la représentation proportionnelle des groupes. Je n'y figure pas d'ailleurs, je n'ai pas voulu être le président de cette commission. En revanche, j'applique toutes les décisions de la commission. Donc les élus, les associations caritatives et les services sociaux. Voilà, ça ce sont les représentants de la commission d'attribution. Et dès mon premier mandat, en 2008, j'ai mis en place cette commission d'attribution. Autrefois, c'est le maire tout seul qui attribuait les logements. J'ai trouvé que ce n'était pas très sain. Donc j'ai mis en place cette commission d'attribution, comme elle s'est mise en place aussi dans les autres arrondissements. Et j'ai fait établir un règlement intérieur avec une spécificité pour le 15e, qui est que justement, sur le contingent qui m'est échu, c'est-à-dire environ entre 10 et 15% des logements, quoi, si je veux dire, entre 10 et 20%, ça dépend un petit peu des saisons, des périodes, j'attribue prioritairement les logements sociaux du 15e, du contingent, donc du maire du 15e, à ce qu'on appelle les personnels de première ligne, c'est-à-dire les enseignants, les infirmières, les auxiliaires de puéricultrices, les policiers, etc. Voilà, donc c'est prioritaire. Donc toute demande alors ça ne veut pas dire qu'on y arrive à chaque fois, évidemment, mais toute demande de policier national ou municipal est prioritaire. Je le redis d'ailleurs souvent devant les effectifs. Donc ça ne veut pas dire qu'on arrive à, évidemment, satisfaire tout le monde, mais enfin en tout cas c'est prioritaire. Donc ça, ouais. Deuxièmement, il y a une avancée très importante dans la réglementation en matière des expulsions, notamment lorsqu'il s'agit de familles qui se comportent de façon délictueuse, et plus particulièrement quand il s'agit de trafic de drogue, mais pas que. C'est la loi narcotrafic qui est en application depuis cet été, et nous avons été les premiers sur Paris à la mettre en place avec l'expulsion de familles de dealers. Maintenant, le préfet de police peut décider lui-même l'expulsion d'une famille d'un logement social, sans passer par toutes les procédures juridictionnelles, etc. Et nous avons commencé à mettre en place cette procédure, et on a une demi-douzaine de cas d'expulsion. Alors il faut vraiment que le cas soit très lourd, hein. On n'expulse pas comme ça, mouillé, hein. Mais c'est la possibilité maintenant qui est donnée à l'autorité policière administrative d'expulser dans des cas particuliers, mais il y en a déjà eu, effectivement, il y en aura d'autres. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. On va les grouper par 3. Oui, bonjour, j'aurais juste une observation et une question. J'habite avenue de Suffren et on constate pratiquement toutes les nuits, je ne dis pas que c'est toutes les nuits, et c'est pas plus la semaine que le week-end, qu'il y a régulièrement soit des voitures anciennes, soit des motos, qui font toute l'avenue de Suffren, y compris aller et retour. Alors probablement motos ou voitures trafiquées, mais c'est vrai que le bruit est insupportable. Bon, je sais que je ne suis pas la seule à le dire et que ça se passe aussi dans d'autres quartiers, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Donc c'est la nuit ? Alors nuit, on groupe les questions. Excusez-moi.
D'accord. Attendez le micro. Bonsoir. Il y a un gros problème aussi lors de la sortie des clients du bouillon Champ de Mars, sortie qui a lieu à minuit, 1h du matin. Et alors, c'est des exclamations et ça n'en finit plus. Et voilà, c'est pas drôle. C'est le bouillon qui est avenue de Suffren, qui est au coin de la rue de la Fédération. D'accord. C'était l'ancien chinois, c'est ça qui était prévu? Concernant ce problème, je voulais en profiter pour remercier Monsieur le maire et Monsieur Semel qui nous ont beaucoup appuyés pour justement auprès du préfet lorsque nous avons fait notre cours gracieux et en décembre dernier et également auprès de la mairie de Paris pour les alerter par rapport à des travaux qui avaient été faits sans permis de construire. Donc, merci beaucoup, Monsieur le maire, Monsieur Semel. Mais bon, voilà, les problèmes continuent. Le village s'organise pour faire un référé contre le propriétaire et du local et du fonds de commerce, ainsi que l'exploitant. Voilà. Mais bon, voilà, il y a des gros soucis de bruit. À la sortie. Est-ce qu'il y a encore une... Oui, madame, allez-y. Pardon. Je vais juste rapidement aussi. On ne comprend pas pourquoi, avenue de Suffren, il y a un grand triangle jaune justement devant le restaurant, mais à d'autres endroits, donc ça n'a pas de lien avec le restaurant. Mais ce triangle jaune permet ou indique aux cartes de touristes qu'ils peuvent se garer. Donc, est-ce que ce triangle vient de chez vous? De qui il vient? Est-ce qu'il ne faut pas les enlever systématiquement? Parce que je pense que c'est un abus, sauf si vous me dites que c'est tout à fait légal. Mais ça matérialise. Donc, on est, nous, côté avenue de Suffren, une noria de cars de touristes qui s'arrêtent devant, et comme ils ne veulent pas être considérés comme étant à l'arrêt, on a la double peine, c'est qu'ils laissent tourner le moteur. Parce qu'ils me disent, si je ne laisse pas tourner le moteur, on va dire que je suis arrêté. Donc on a c'est une horreur absolue, ces cars. Et donc d'où vient ce triangle? Est-ce qu'on a le droit de l'enlever? Ce sont des fausses signalisations. Elles jalonnent l'avenue de Suffren, d'ailleurs, et l'itinéraire de ces cars de touristes. Très bien, merci. Monsieur Tempier sur la première question et Monsieur Semel sur la deuxième. Donc pour les nuisances nocturnes avenue de Suffren, on pourrait monter des opérations sonomètres, effectivement. Après, le côté nocturne pose un petit problème, parce qu'on n'a plus de mission opérationnelle après 23h30. Il faudrait que je passe ça aux unités d'appui nuit, mais c'est tout à fait faisable. Pour le bouillon, mon collègue, mon chef de brigade connaît. Donc, par contre, c'est pareil, c'est la fermeture. On va aller se rendre compte sur place. Au pire, on débordera de l'horaire de fin de service le vendredi ou le samedi pour aller se rendre compte. Mais également, il faut qu'on transfère ça après, sur le long terme, il faudra qu'on transfère ça aux divisions d'appui de nuit. Les cars de touristes, je vous confirme que c'est bien verbalisable, le moteur tournant, ils doivent arrêter leur moteur. Ça, c'est idem, on note, on va aller se rendre compte. Après, pour la signalisation, là, ça dépend pas de moi, c'est la DVD. Au niveau de la signalisation pour le stationnement. S'ils sont en stationnement pleine voie, on peut bien sûr les verbaliser, les bus. Et donc le moteur tournant, c'est nous aussi. Ils sont tenus d'éteindre leur moteur. Donc ça, c'est tout à fait verbalisable. Justement, je vais répondre, madame. Je vais répondre. Alors, sur l'établissement, le restaurant que vous évoquez au 70 avenue de Suffren, comme le disait dame au premier rang, effectivement, on l'a évoqué à d'autres réunions de conseil de quartier, vraiment l'activité de cet établissement de près. Il s'agit en effet d'un local de 1000 m² avec des centaines et des centaines de couverts, projet qui ne nous avait pas été présenté d'ailleurs en amont et qui pose des problèmes depuis l'origine. Le permis de construire qui a été déposé en juillet par cet établissement a été rejeté il y a quelques jours, donc voilà, il y a des éléments qui sont positifs, mais ça n'empêche pas, comme vous le disiez, l'arrêt des cars, je l'ai constaté moi aussi, et notamment effectivement le long du trottoir. Donc il y a une zone qui devrait peut-être être aménagée autrement pour éviter cela. Ce sujet a été
soumis à la voirie, donc les choses prennent parfois un peu de temps, mais j'aimerais en effet moi aussi qu'il y ait une possibilité, enfin une implantation, soit d'arceaux vélo, soit d'autres choses, qui permettent d'éviter ce stationnement qui est dangereux pour les véhicules qui viennent, et les cyclistes qui viennent de la rue de la Fédération, ou même ceux qui sont sur l'avenue de Suffren, et puis gênant pour tous les habitants du village Suffren. Oui, alors je mène un combat depuis des mois contre cet établissement parce que je considère que ce magasin, qui n'était pas un établissement, qui n'était pas un restaurant, n'aurait jamais dû devenir un restaurant. C'est pas du tout adapté. D'abord, c'est gigantesque. Ils boivent le bouillon, si je peux dire. En tout cas, ils perdent beaucoup d'argent. Ceux qui étaient là précédemment ont perdu tellement d'argent qu'ils sont partis. Nous avons essayé de les entraver et nous avons réussi en partie, comme le disait Madame, en intervenant auprès des services de l'urbanisme de la mairie de façon à ce qu'ils soient verbalisés. D'ailleurs, ils avaient fait des travaux en infraction qui n'est pas les permis de construire. Là, nous venons de refuser le permis de construire qu'ils ont déposé pour ce qui concerne la devanture, enfin, etc. Donc, on essaie de les entraver par tous les moyens pour éviter qu'ils se développent et peut-être même qu'ils partent et que les propriétaires comprennent que ce n'est pas du tout adapté à un restaurant, cette surface gigantesque. Deuxièmement, bien sûr, vous avez raison, j'en discutais encore avec mon adjoint, je suis allé la voir récemment, nous allons prendre des mesures concernant l'impossibilité pour les cars de stationner à cet endroit. Parce que ça amène beaucoup de population, c'est très dangereux d'ailleurs aussi, ça gâche, ça masque la visibilité, enfin, etc. Donc, et puis en plus, vous me dites qu'ils laissent leur moteur allumé, ce qui est évidemment en plus une interdiction. Donc je demande à la police municipale d'aller le soir pour verbaliser. N'hésitez pas à verbaliser le soir si vous voyez des infractions. Et verbaliser s'il y a du bruit, enfin les clients lorsqu'ils sortent. Et puis deuxièmement aussi sur les cars qui n'ont rien à faire là, en tout cas qui ne doivent pas mettre leur moteur en marche. Merci Monsieur le maire pour... Allô, bonsoir. Oui. Bonsoir. Je voudrais mentionner rue du Laos, plusieurs voitures garées ont été, dans ces 6 derniers mois, ont été endommagées. Alors plusieurs personnes ont fait la remarque, mais on ne sait pas à quel moment ça se produit, mais les voitures ont été sérieusement abîmées. Je n'ai pas cette information. Les gens ont porté plainte, j'imagine, à la police ? Je ne sais pas parce que c'est une voisine qui m'en a fait part. Endommagé des dégradations volontaires ? Enfin, volontaires, on ne sait pas. Soit c'était les phares, soit c'était les devants de voitures, enfin, des voitures vraiment endommagées. Ces 6 derniers mois. Pas au courant. Bon, merci de cette information. Il faut porter plainte, en tout cas, pour que la police nationale puisse aller patrouiller, oui. Je voudrais revenir sur cette affaire de voitures de l'avenue de Suffren, parce que je sais qu'il y a des voitures qui circulent entre Champ de Mars, Trocadéro, Village Suisse, mais des voitures genre Porsche, etc., qui sont louées. Enfin, c'est pour les touristes, quoi. C'est-à-dire que les touristes font un tour en voiture à fond dans le secteur. Alors, je ne savais pas que c'était la nuit, mais dans les journées, on les voit. Moi, je les ai entendus la nuit. Et c'est assez compliqué de trouver, à les verbaliser, enfin, sauf évidemment dans les conditions que vous dites, mais parce que c'est une société qui fait ça, d'ailleurs. Mais il faut les verbaliser au départ, lorsqu'ils stationnent aux Champs-Élysées ou autres, là on peut les verbaliser. Oui, je sais bien, mais je sais que la police surveille cette affaire, mais je ne sais pas trop où ça en est. En tout cas, c'est d'une nuisance pour le quartier et pour tous les quartiers entre Trocadéro, Champs-Élysées, Tour Eiffel, enfin quartier touristique, quoi. Les Porsche sont régulièrement garés juste derrière la rue, comment elle s'appelle la rue derrière le village suisse. Champaubert. Rue Champaubert, voilà. Donc oui. On voit régulièrement rue Champaubert. C'est ce que je viens de dire, oui. Voilà, ouais. Et donc elles sont louées ou on ne sait pas quoi. Donc moi je les vois le jour, mais je peux vous dire aussi, je confirme qu'on les entend. Il y a eu des essais, alors peut-être pas récemment, mais vraiment en pleine nuit, d'entendre vraiment des vrombissements de voitures. Et ils doivent bien s'amuser. Mais là c'est des locations de voitures. Oui. C'est des voitures particulières. De luxe. C'est une location pour 1 heure, on fait le tour de Paris à fond la caisse dans une Porsche. Enfin, c'est... C'est même des Ferrari, des Lamborghini, je crois. Il y a une boutique qui fait ça dans le village suisse et qui loue des voitures de prestige, qui viennent d'Allemagne, souvent transportées par un qui est matriculé en Allemagne pour certaines. Oui, alors,
Je ne sais pas si c'est illégal ou pas. Oui, cette affaire. allez-y. Oui, justement, c'est ce sujet-là aussi. Alors, c'est peut-être pas tout à fait le même sujet que les voitures de location qui sont vraiment des Ferrari ou des Porsche, mais il y a aussi du stationnement abusif par une société de location qui est située rue à la Sœur. Et donc, cet été, on avait une dizaine de voitures, principalement immatriculées en Allemagne, aussi en République tchèque. Ils sont garés rue à la Sœur, avenue du Général Larmina, aussi avenue de Champaubert. Et donc, ça aussi, ça pose un petit problème de disponibilité de places de stationnement. D'ailleurs, je ne comprends pas leur modèle parce que c'est que des grosses voitures. Souvent, c'est des vannes Mercedes aussi qui sont mises en location. Ou des Mercedes. Enfin, c'est des grosses voitures. Pas forcément des Ferrari ou des Porsche. Hein. Ils en ont 2 ou 3, je crois. Ils ont une Lamborghini, une jaune qu'on voit souvent. Alors là, c'est de la location. Oui, pardon. Du coup, ça prive les résidents du stationnement résidentiel et également les artisans qui... on a eu le cas d'un artisan qui n'arrivait plus à se garer puisqu'il n'y avait que des voitures allemandes dans la rue à la Sœur. Alors ça s'est un peu calmé là maintenant avec l'automne, mais cet été, c'était très flagrant. Ouais, par contre, la police municipale intervient sur le stationnement gênant. Donc il faut qu'ils soient en position de stationnement gênant. S'ils sont sur du payant, c'est plus compliqué. Parce que là, il faut passer sur du stationnement abusif, c'est-à-dire au-delà de 7 jours. Et il y a toute une procédure qui est faite par l'unité de épave ventouse et qui ne dépend pas de nous. Donc il faut qu'ils soient en situation de stationnement gênant. Si vous nous donnez une adresse précise, on ira se rendre compte. Merci beaucoup. Oui, et encore... Il n'y a plus de questions. Très bien, merci beaucoup. Merci Monsieur Tempier, merci Monsieur. Donc nous allons passer au deuxième sujet après cette présentation. Donc qui concerne l'activité évidemment du conseil de quartier. Sur cette mandature 2023-2026, 25-26. Donc je vais passer pour la présentation la parole à Monsieur Semel. Ouais, mais ils ne sont pas à SR parce qu'ils sont à l'étranger. C'est bon. Alors en effet, comme le disait Monsieur le Président, il s'agit de la dernière réunion publique de notre conseil de quartier. Donc c'est l'occasion évidemment, et c'est ce qu'ont souhaité les conseillers de quartier dans leur réunion préparatoire, faire un peu le panorama des actions du conseil de quartier. Alors depuis, on va même aller un petit peu plus loin, depuis 2020, puisque chaque conseil de quartier est désigné pour 3 ans, mais on peut parler évidemment de ce qui s'est passé un petit peu avant. Je ne voudrais pas commencer sans remercier d'abord tous les conseillers de quartier qui se sont investis dans l'organisation, dans la réunion publique, la préparation de ces réunions depuis 2020. Remercier bien sûr Monsieur le Président, pour sa disponibilité, et toutes les contributions, merci messieurs, qui ont été apportées, notamment à l'organisation des fêtes de quartier, et dont la dernière a eu lieu samedi. Et merci aussi d'ailleurs à Lucie et Nathan qui, à la mairie, nous aident à l'organisation des réunions des 10 conseils de quartier du 15e et de tous les événements qui y sont liés. Alors, ça défile. Excusez-moi si ça veut bien défiler, le problème c'est que ça va bloquer.
bon. Non. Ah, d'accord. Effectivement. Parfait. Voilà. Merci. Alors, les réunions publiques, d'abord, évidemment, ce n'est vraiment que la partie la plus visible de l'activité des conseils de quartier. Ces réunions, vous le constatez lorsque vous y venez, elles ont un double objectif. D'abord, c'est d'établir un dialogue entre les habitants, d'une part, les services de la ville et les élus, d'autre part, sur des projets d'urbanisme, de travaux dans l'espace public notamment, et aussi de recueillir des propositions, de recueillir des avis. C'est pas seulement de présenter évidemment des projets qui sont déjà finalisés et qui attendent simplement leur mise en œuvre. Lors des réunions préparatoires avec les conseillers de quartier, on est vraiment attentif à choisir des sujets qui sont à un état de réflexion et d'élaboration qui permettent justement de recueillir l'avis des conseils de quartier. C'est aussi un lieu d'information, le conseil de quartier, de présentation de certaines initiatives, de certaines structures. On a eu récemment le Village Suisse qui est venu présenter son activité. Voilà. Donc c'est le double objet du conseil de quartier. Nous sommes donc réunis 15 fois en réunion publique en 6 ans, ces 15 réunions étant précédées par 15 réunions préparatoires, ce qui a permis de traiter une quarantaine de sujets. Alors, certains sont des sujets récurrents. Je pense que l'urbanisme a représenté une grande partie de l'ordre du jour des différentes réunions publiques. En particulier, alors sur le mandat précédent, entre 2020 et 2023, le projet One Tour Eiffel, qui a été à l'ordre du jour de presque chacune de nos réunions. Le Grand Palais éphémère, ensuite, son installation, son exploitation, puis son démontage, nous ont bien occupés. D'autres projets de réaménagement ou de réhabilitation qui aujourd'hui n'ont pas vu le jour mais qui ont été présentés ici, 13 rue de Lourmel, l'ancien garage Renault du quai de Grenelle également. La révision du PLU nous a également bien occupés puisque c'est un processus qui a duré près de 3 ans et qui a été suivi ici étape par étape. Nous sommes intéressés comme ce soir à l'État et aux projets qui concernent les espaces verts dans le quartier. En particulier l'île aux Cygnes, qui a connu des travaux de remise en état assez importants qui ne sont pas terminés, mais auxquels nous sommes particulièrement intéressés. La coulée verte Beaugrenelle, dont une partie se trouve dans le périmètre du conseil de quartier du Plex, la Motte Piquet. Le square Garibaldi, qui a été rénové il y a 2 ans. Et le square Frank Boer, donc, qui a été présenté tout à l'heure avec une remise en état, un remplacement des grilles dans quelques semaines. La sécurité, elle a été à l'ordre du jour de plusieurs réunions. Le rôle de la police municipale. Nous avions eu aussi une intervention il y a 2 ans du commissaire central du 15e sur la lutte contre les stupéfiants, puisque ce n'est pas une responsabilité, une compétence de la police municipale, mais bien de la police nationale. Les Jeux Olympiques 2024 nous avaient également bien occupés. Nous avions reçu le comité d'organisation, les services de la ville de Paris qui sont concernés, puisqu'une grande partie du quartier était située dans la zone rouge ou verte autour des installations olympiques du Champ de Mars. Nous avons suivi plusieurs projets de voirie, notamment le réaménagement de la rue de la Croix-Niver, dont une petite partie est située dans notre conseil de quartier. Nous avons parlé des travaux de réseau, donc les travaux des différents opérateurs, Enedis, GRDF, etc. Et puis, comme je disais tout à l'heure, parfois d'autres, pour information, des présentations de différents acteurs, comme le Village Suisse. Nous avons évoqué la question de la santé à travers l'accès aux soins dans le quartier, avec l'ouverture de maisons de santé et un centre de soins non programmés rue Tiphaine il y a 2 ans. Nous avons suivi également le budget participatif et d'ailleurs nous avons fait des propositions. Alors, comme je disais, certains sujets sont venus très souvent à l'ordre du jour et le conseil de quartier a marqué une forte implication sur certains d'entre eux. Le projet One Tour Eiffel, je ne vais pas refaire tout l'historique, mais entre 2020 et 2023, nous avons parlé à chaque réunion. Nous avons commencé par auditionner les services de la ville. Bon, au bout de quelques mois, les choses sont devenues un petit peu plus tendues. Ils ne voulaient plus venir forcément présenter les différentes étapes de ce projet. Donc on a continué à le faire avec les informations dont je disposais, avec la contribution aussi des associations
les Amis du Champ de Mars en particulier, aux arbres citoyens également, sur différents sujets qui étaient, sans refaire tout l'historique, les constructions de bagageries au pied de la Tour Eiffel, les abattages d'arbres, et puis les sujets qui concernaient davantage notre quartier, avec l'évolution du stade Émile-Antoine et des installations autour, l'évolution des conditions de circulation sur le quai Jacques Chirac, etc. Toutes choses qui n'ont pas vu le jour pour l'instant, puisque la seule partie de ce projet qui a vraiment été mise en œuvre, c'est la piétonisation du pont d'Iéna. Mais je dois dire, et c'est pour ça que ce sujet est en tête, c'est que le conseil de quartier a joué, je crois, un rôle très important dans ce débat et dans les réflexions sur ce projet. Nous avons participé à la consultation publique comme conseil de quartier. Donc il y a eu une PPVE, consultation publique par voie électronique, qui avait été ouverte. Et les conseillers de quartier y ont aussi participé parfois individuellement ou à travers leurs associations. Toujours sur le Champ de Mars, bien que le Champ de Mars ne soit pas dans le 15e, parce nous y sommes intéressés parce que tout ce qui s'y passe a un impact sur le quartier duplex La Motte-Piquet, donc avec la construction et l'exploitation du Grand Palais éphémère. Donc nous avons suivi cela, nous avons reçu les opérateurs, le conseil de quartier et certains d'entre vous ici étaient présents, je les en remercie, au comité des riverains du Grand Palais éphémère qui était animé par la réunion des musées nationaux. Donc pendant plus de 2 ans, 3 ans même. Donc nous avons eu des réunions régulières pour essayer de réduire les nuisances pour les riverains sur les différentes étapes et puis faire en sorte que ce bâtiment qui n'était pas souhaité par la plupart d'entre nous ait quand même une utilité. Et donc nous avons en particulier établi un partenariat avec des écoles du 15e pour que les écoliers puissent participer, bénéficier de certains événements, des ateliers comme sur le salon Révélation, des CM1, des CM2, ils sont allés, ont pu découvrir les métiers d'art à cette occasion. L'île aux cygnes, alors c'est un sujet qui intéresse aussi bien le quartier, l'autre quartier dont je m'occupe, et Moriozola, que celui-ci, duplex La Motte-Piquet, parce que l'île est vraiment répartie entre ces deux quartiers. En 2020, cet espace était malheureusement dans un état assez dégradé, principalement son allée centrale, mais ce n'est pas tout. Donc nous avons organisé une visite des 2 conseils de quartier sur place début 2021. Nous avons rencontré, auditionné la section territoriale de voirie, puisque cette île n'est pas vraiment gérée par les espaces verts que représentait M. Lelon tout à l'heure, mais plutôt par la section de voirie, parce que c'est essentiellement une digue en fait, et une allée centrale. J'ai porté pour le conseil de quartier des vœux en conseil d'arrondissement pour obtenir des crédits pour sa remise en état, puisque lorsque ce mandat a commencé, nous disposions d'un budget de 500 000 € sur budget participatif de 2019 pour sa remise en état. Or, pour une île qui fait presque 1 kilomètre de long, avec des escaliers très dégradés, des garde-corps très abîmés, des bancs cassés pour beaucoup d'entre eux, une allée qu'il fallait intégralement reprendre, cela ne suffisait pas. Ces efforts ont porté leurs fruits et en 2023, des travaux ont été réalisés avec notamment la réfection totale de l'allée, des bancs, des escaliers. Les garde-corps n'ont pas pu malheureusement être traités dans cette première enveloppe, raison pour laquelle les 2 conseils de quartier ont déposé des projets au budget participatif 2025 pour obtenir un complément. Comme je disais tout à l'heure, ça n'a pas été retenu cette année, mais voilà, c'est sans doute un projet qui suivra dans les prochaines années. Et enfin, pour couronner le tout, le conseil de quartier duplex La Motte-Piquet, avec l'autre conseil de quartier, ont décidé de consacrer leur budget d'investissement, je leur dirai un petit mot tout à l'heure, c'est un petit budget dont nous pouvons disposer chaque année, à la mise en place d'un parcours qui mettent en valeur l'histoire et la diversité de cette île tout à fait remarquable. Alors, je poursuis un petit peu en signalant le fait que le conseil de quartier donc, ne s'arrête pas aux réunions publiques comme celle de ce soir, et un certain nombre de conseils de quartier s'investissent, représentent le conseil de quartier dans d'autres instances, donc ont une mission spécifique. Donc, je les en remercie tout particulièrement. Il y a notamment un comité qui s'occupe des relations avec Aropa, Port de Paris. Donc ce comité a pour objectif de limiter autant que possible, de réguler l'activité des bateaux qui sont à quai
sur les quais de Javel et quais de Grenelle. Donc c'est M. Vincent qui nous y représente, mais il y a d'autres organisations comme le comité de défense de Beaugrenelle qui y vont également. Nous avons un référent sécurité, M. Well, que je remercie également, qui participe chaque mois ou presque à des réunions au commissariat de police du 15e. M. Vincent participe également au comité du bruit, qui s'est réuni déjà 2 fois et que M. le maire a présenté tout à l'heure. Il y a 2 autres instances qui devraient se réunir prochainement, le comité vélo, donc, où nous sommes présentés par Mme Verhagen, et le comité piéton par Mme Montillier. Alors, il y a aussi dans ce quartier une expérimentation qu'il n'y a pas dans les autres quartiers. Donc, c'est une initiative et une proposition de M. Vincent. C'est une commission travaux qui consiste à suivre en fait la réalisation et parfois les problèmes liés aux travaux de voirie. Donc, je vais laisser la parole à M. Vincent. Merci beaucoup, M. Semel. Je voudrais au préalable vous adresser tous mes remerciements pour tout votre investissement dans notre quartier. Et bien sûr, j'y associerai l'ensemble des conseillers municipaux qui participent à notre conseil de quartier. Et puis les représentants des associations, bien sûr, vous en avez déjà parlé. Alors sur la commission travaux que j'avais proposée dès le premier conseil de quartier et qui a été immédiatement accepté par monsieur le maire. Donc l'idée, j'avais un petit peu réfléchi avant, enfin j'en avais parlé un petit peu à monsieur Semel. Bon, le quartier a, comme partout, des problèmes de propreté. C'était un petit peu difficile, et puis c'est un manque de moyens. Et donc je me suis dit, l'idée c'était de faire des tournées régulières pour recenser l'ensemble des problèmes de voirie dans le quartier et aussi des problèmes d'échafaudage qui empiètent sur la voie publique. Donc j'avais soumis cette proposition et merci à tous les conseillers de quartier qui ont immédiatement adhéré, et les habitants et représentants d'associations bien sûr. Donc à l'époque on avait regroupé 8 conseillers de quartier, ce qui avait permis de faire évoluer, de remplir cette mission. Donc il a fallu au départ évidemment que la première des choses c'était de définir les rues du quartier, de les rassembler. Vous remercierez Madame Baudot qui m'a aidé pour ça, entre autres, bien sûr. Et puis donc de définir aussi justement les points à relever. Donc Monsieur Pinet m'avait adressé le règlement de la voirie de la ville de Paris que j'ai regardé, le 8e protocole de la tenue des chantiers justement pour voir ce qu'on pouvait relever. Alors on n'est pas des professionnels, mais on a pu en discutant savoir quel point il fallait relever. Il fallait organiser les tournées. Alors pour ça, j'ai regardé un petit peu le plan de notre quartier et je l'ai divisé en 4 secteurs qui correspondaient à peu près pour chaque secteur à 1h30, 1h15, 1h30 à pied, ce qui était faisable pour des tournées régulières. Alors, effectivement, nous n'avons pas beaucoup de moyens, en particulier informatiques, dans les conseils de quartier, mais il a suffi que je prenne un tableau Excel pour envoyer à chaque... après l'organisation des tournées, donc on listait par rue de chaque secteur les problèmes à relever. Et j'en faisais la synthèse et je l'ai adressé donc à monsieur le maire, monsieur Semel et monsieur Pinet, DVD, en charge de la voirie, de la direction de la voirie et des déplacements. Et j'ai eu des retours. Alors, j'ai une question qui est venue assez rapidement, c'est quel est le retour sur ces synthèses, sur nos... Madame Louvard, entre autres. Voilà. Alors, avant ça, je voudrais préciser quand même que, d'abord, il existe dans ma rue pour tous les problèmes. Vous voyez un potelet qui est cassé, bien évidemment, il faut le signaler dans ma rue. Mais je pense que la force de ce qu'on a fait, c'est justement de cette synthèse et la présentation par le conseil de quartier. Je sais que beaucoup de gens font les signalements dans ma rue, mais voilà, l'avantage, c'était d'apporter cette synthèse qui a été évidemment transmise au service.
Alors, sur le suivi, suite au questionnement, effectivement, j'ai eu l'occasion, alors je crois que c'était après, alors nous avons eu la période des JO qui a fait un petit voilà. Mais juste après, j'ai fait une synthèse où il y avait 26 recommandations. Donc, je suis allé vérifier 3 semaines après, et sur les 26 points, 25 avaient été résolus. Donc, c'est vraiment, voilà. Alors, je n'ai pas pu le faire à chaque fois, mais pour répondre aussi à des questions, j'avais très simplement prévu, et je l'ai fait un petit peu, l'intérêt, c'est que comme on faisait des tournées régulières, eh bien, c'était une manière de suivi, c'était de voir si, quand on repassait 2 mois après, voilà, de voir si les problèmes avaient été résolus ou pas. Donc, je m'étais dit, si la tournée d'après, le problème n'avait pas été résolu, je le marquais en orange. Et si la deuxième fois d'après, ce n'était pas résolu, je le marquais en rouge. Voilà, donc je l'ai fait un petit peu. Et puis finalement, il n'y a pas eu. Je crois que j'ai eu une fois en rouge. Enfin bon. Voilà, donc c'est toute la force de ça. Donc nous avons fait une dizaine de tournées en 2024 avec la période des JO en 2025. Donc j'espère que cette commission a donc eu pour effet l'amélioration effective de la résolution des problèmes de voirie, à la fois de voirie et d'infractions éventuelles, mais il y en a eu d'ailleurs sur les échafaudages, le manque d'affichage par exemple. Voilà. Sur l'évolution, alors l'évolution éventuellement de cette idée, ce serait de l'étendre évidemment aux autres quartiers du 15e et au-delà éventuellement. D'avoir une aide peut-être sur les moyens, c'est-à-dire sur l'informatisation. Alors, je m'étais posé la question de faire des photos quand on faisait les relevés. Bon, c'était assez lourd à gérer, mais l'idée, ce serait de faire des photos et d'envoyer un rapport encore plus complet avec les photos à la DVD. DVD que je remercie à M. Pinet, évidemment, de la prise en compte de ça. Alors, une autre idée que j'avais pour renforcer cette action, ça aurait été c'est à l'intérieur du conseil de quartier, éventuellement de faire appel au dispositif heure civique, je ne sais pas si c'est possible, pour qu'il y ait des volontaires, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens du quartier, au-delà même du conseil, qui seraient intéressés à participer. Alors peut-être de manière ponctuelle, puisque l'heure civique, ça peut être pour les sorties d'école, dans une certaine mesure, encadré, très encadré bien sûr pour la sortie des écoles, mais pour les tournées, ce genre de tournées, je pense que ce serait une ressource tout à fait utile. Voilà. Eh bien, écoutez, je crois que j'ai fait une petite synthèse et je vous repasse la parole. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, c'était une initiative très intéressante et je ne doute pas que d'autres conseils de quartier, parmi les 9 autres du 15e, se saisiront aussi de cette proposition et certainement dans la prochaine mandature. Je voudrais juste compléter cette présentation des actions du conseil de quartier par tout le reste, c'est-à-dire ce qui n'est pas réunion, mission, commission, etc. Le conseil de quartier, c'est aussi l'organisation d'une fête annuelle qui est financée sur le budget de fonctionnement du conseil de quartier. Donc nous en avons organisé 4. 3 d'entre elles ont eu lieu au square Franck Boer, donc tout près d'ici. Et l'année dernière, c'était sur l'avenue de la Motte-Piquet. Donc là aussi, je remercie vraiment chaleureusement tous les conseillers de quartier bénévoles qui nous ont aidés à tenir les stands, qu'il fasse beau ou qu'il pleuve d'ailleurs. Merci beaucoup. Alors, le budget d'investissement, j'en disais un mot. Le conseil de quartier, comme tous les conseils de quartier de Paris, donc il y en a 120 conseils de quartier à Paris, dispose chacun d'une petite enveloppe qui permet de réaliser chaque année une dépense au service, plutôt dans l'espace public. Donc c'est du mobilier urbain, mais assez petit. Ça peut être une plantation d'arbres, en sachant que ce dispositif est malheureusement assez contraignant et que beaucoup de conseils de quartier ne parviennent pas à l'utiliser, tout simplement parce que ces dépenses sont tellement faibles que lorsqu'on demande aux services, que ce soit la voirie ou les espaces verts, de s'en occuper, ça arrive évidemment assez bas dans leurs priorités
et dans leur plan de charge. Néanmoins, et puis l'idée n'est pas non plus de dépenser chaque année pour dépenser, mais uniquement lorsqu'il y a des idées intéressantes qui sont proposées et que nous pouvons les réaliser. Donc en 2021, donc c'était une petite réalisation, l'installation d'une boîte à livres au square Franck Boer. D'autres ont été installés dans l'arrondissement. En 2022, de manière plus importante, la directrice de l'école maternelle Fédération nous a demandé si nous pouvions financer la transformation d'une courette qui était abandonnée et qui donnait sur les classes de petite section et de moyenne section de cette école pour en faire vraiment un jardin pédagogique pour ces élèves. Bon, le devis du paysagiste coïncidait avec ce que le conseil de quartier pouvait faire, et donc ça a été réalisé. Et je crois que ça a amélioré quand même le quotidien des élèves et aussi de leurs enseignantes depuis lors. Et enfin, en 2024-2025, c'est un projet assez complexe, mais que nous avons pu mener à bien avec l'autre conseil de quartier. Nous avons fait installer sur l'île aux Cygnes des panneaux sur un format qui est celui validé par la ville de Paris, donc on n'avait pas tellement le choix. En revanche, le texte a été travaillé avec la Société d'histoire du 15e, que je remercie, pour plusieurs de ces panneaux, ceux qui concernaient l'histoire de cette île qui est bicentenaire, donc c'était à l'occasion des 200 ans de l'île aux Cygnes, bien sûr. Et puis il y a aussi un panneau sur la diversité des essences d'arbres. Il y en a une 60aine sur cette île. Et donc on s'est appuyé sur le service de l'arbre de la ville de Paris qui nous a fait un recensement des 300 arbres de cette île, voilà, pour montrer un peu la diversité, parce que c'est un ensemble arboré assez remarquable. Donc cette installation a eu lieu en septembre, fin août, début septembre. Voilà pour le budget d'investissement. Alors, le budget participatif, c'est aussi un outil donc, qui est maintenant à la disposition des Parisiens depuis plusieurs années, qui permet, on peut lui reprocher de financer des réalisations qui devraient se faire sur le budget principal de la ville, mais comme il existe, il faut aussi savoir l'utiliser et de l'orienter vers les choses qui nous semblent le plus utiles. Donc, je vois les amis du Champ de Mars qui aussi ont réalisé des campagnes sur ce sujet pour obtenir des financements pour la rénovation du patrimoine en pierre, notamment du Champ de Mars, mais pas seulement. Donc de notre côté, nous l'avons fait également. 2021, rénovation l'île aux Cygnes, une époque où le budget était insuffisant pour réaliser ce que je vous ai présenté tout à l'heure. 2023, nous avons présenté un projet pour poursuivre la coulée verte sur le quai de Grenelle, puisque 3 premières phases avaient été réalisées. Il manquait celle qui était dans notre conseil de quartier, entre la rue du Théâtre et la rue enfin, pas tout à fait la rue du Docteur Finlay, jusqu'à l'ancien garage Renault, plus précisément. Ce projet a été lauréat, et donc cette réalisation a été faite l'an dernier. Enfin, même elle s'est terminée en début d'année 2025. Nous avons déposé d'autres projets en 2025, sur le square Béla Bartok, sur l'île aux Cygnes encore, et les pieds d'arbres, l'harmonisation et rénovation des pieds d'arbres. Je terminerai cette présentation par les autres événements que voilà, le conseil de quartier parfois aussi sort effectivement des réunions pour organiser des visites, des marches exploratoires. Nous l'avons fait sur l'île aux Cygnes. Nous avons organisé, je parlais du Grand Palais éphémère. L'idée était que le maximum d'habitants du 15e, et notamment de riverains, puissent bénéficier de la programmation assez riche qui s'y trouvait. Donc certains ont pu en profiter. Je parlais de public scolaire notamment. Nous avons établi un partenariat aussi avec un collège, qui est le collège Apollinaire à Beaugrenelle, pour que des élèves des sections restauration et bâtiment participent à des événements qui les concernent dans la programmation du Grand Palais éphémère. Lors du débat sur le projet Tour Eiffel, nous sommes réunis aussi en réunion exceptionnelle uniquement sur ce sujet à l'école Fédération, donc c'était en 2022, avec une très forte affluence, puisqu'on était plus de 200. Et puis voilà, pour l'essentiel, ce que je pouvais dire, mais je me tiens à votre disposition, et peut-être les conseillers de quartier voudront préciser certaines choses que je n'ai pu que survoler. Merci beaucoup de cette présentation exhaustive. Et vraiment tous les remerciements du conseil de quartier. Bon, j'ai eu l'occasion d'ailleurs, bien entendu, de voir votre profonde connaissance du quartier, et en fait, ce qu'on voit en réunion publique, c'est la partie immergée de l'iceberg. En fait, il y a tout un travail derrière, en amont, mais vos compétences
À titre d'exemple, pour l'île aux Cygnes, pour les panneaux, il y avait des contraintes administratives de passation de marché, etc. Et votre expérience a été très utile au-delà de votre engagement, ainsi que tous les conseillers municipaux. Oui, d'ailleurs, je profite en un mot, puisque c'est une réunion publique, pour inviter évidemment pour la prochaine mandature à la fois, de postuler évidemment pour être conseiller de quartier. Bon, ça se fera après les élections, mais c'est un engagement, je pense en particulier parce que c'est vrai que nous sommes. Il y a à la fois des gens qui sont en retraite et je pense qu'il faut, pour les jeunes, préciser que c'est un engagement citoyen qui est tout à fait faisable en question de temps. Bon, c'est vrai qu'il faut y pas consacrer des soirées comme les conseillers municipaux, mais je pense que c'est un engagement qui est très enrichissant, qui apprend beaucoup et qui est valorisant aussi d'ailleurs. Voilà. Juste un petit mot que je voulais ajouter. Alors, on peut passer aux questions. Si vous avez des questions sur des précisions pour les conseillers. Quand est-ce que les dégâts de la tempête vont être réparés sur l'île aux Cygnes? Alors, très bien. Oui, monsieur? Oui, la ville de Paris avait créé 3 piscines dans la Seine. Je voulais savoir quel retour nous, il y en avait une dans le 15e qui nous concernait, quel retour la mairie du 15e a eu de la part de nos citoyens. Sur les baignades, donc il y a eu la baignade début juillet entre le quai de Grenelle et l'île aux Cygnes, voilà, qui était un des 3 sites de Paris. Oui, troisième question ou remarque. Oui, vous avez parlé du budget à l'origine sur l'île aux Cygnes. Il y avait 500 000 euros à l'origine, c'est ça, qui étaient disponibles. Et finalement, combien ont été engagés pour réaliser ce qui a été réalisé? Très bien, je vous laisse répondre. Oui, allez-y, oui. Alors, sur la baignade, alors les commentaires, les retours que nous avons eus ont été bons. Hein, elle a été très fréquentée. Elle a été fermée certains jours pour cause sanitaire, mais moins finalement que les autres baignades, et notamment celle de Pont-Marie dans le centre de Paris. Donc, ce sont les informations que nous avons. L'expérience sera renouvelée évidemment l'an prochain. Sur l'île aux Cygnes, alors les dégâts de la tempête, effectivement, il y a au moins un arbre qui est presque tombé, qui d'ailleurs qui a emporté le garde-corps, effectivement. Donc tout ça est bien signalé, ça a été sécurisé dès le lendemain. L'arbre, il doit être remplacé. Alors j'espère que ce sera pendant cette saison d'hiver, puisque c'est le moment. Mais effectivement, le service de l'arbre s'en occupe. Et quant au garde-corps, le problème, c'est qu'on a 2 km de garde-corps et à certains endroits, il est en effet très abîmé. Il est trop bas par rapport aux normes actuelles de sécurité. Donc, il aurait fallu le remplacer. Ça a été fait uniquement sur l'esplanade autour de la Statue de la Liberté, ce qui était déjà un budget important. L'idée, c'est d'aller plus loin, d'où la demande du conseil de quartier de poursuivre et de terminer ce travail. Mais j'ai bon espoir que sur les dégâts de la tempête, quand même, on arrive au cours de l'hiver à réparer tout cela. Je précise d'ailleurs que cet endroit, malheureusement, est très vulnérable à toutes sortes de dégradations, pas seulement climatiques, et donc qui mérite une attention toute particulière. Voilà, on parlait de Pablo Casals tout à l'heure, mais là aussi, il y a parfois des dégradations, des graffitis, des bancs cassés, et donc il faut être extrêmement réactif pour éviter que s'enclenche un cercle vicieux et qu'on se retrouve, comme c'était le cas il y a 5 ans ou 4 ans, avec tous les bancs cassés ou détériorés et beaucoup de graffitis un peu partout. D'ailleurs, il y a un banc y compris sur la Statue de la Liberté. Il y a un banc qui est cassé, je crois. Voilà, alors il y a un banc qui est cassé, donc c'est tout à fait ça. Donc dès que c'est le cas, soit je m'en rends compte, soit les riverains parfois m'envoient des photos, mais n'hésitez pas à le faire aussi pour que on demande les réparations le plus vite possible. Et sur le budget global sur l'île aux Cygnes, de mémoire, c'est environ 1 million d'euros qui ont été engagés, donc à peu près le doublement de la somme initiale qui avait été prévue au budget participatif, mais qui ne permettait même pas de remplacer la totalité de l'allée. Donc voilà, puisque 800 mètres de voirie, ça coûte très très cher. Voilà. Merci beaucoup. Oui. Attendez, micro qui est derrière.
Non, prenez le micro, allez-y, on vous entendra encore mieux. Oui, parce qu'en fait, c'est filmé et que si vous parlez sans micro, on vous entendra pas. Moi, je voulais vous parler de la rue Falampin dans le 15e, qui semble une rue oubliée par la mairie et les encombrants et la direction de la propreté. Alors, nous, moi, j'ai comme interlocuteur M. Pinet, qui, grâce à lui, j'arrive à faire nettoyer la ville, la rue, par la propreté. Il y a 15 jours, je l'ai appelé et effectivement, les encombrants sont passés. Là, ça fait 15 jours qu'il y a des encombrants avec des numéros. Ils ne sont pas passés. C'est inadmissible. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, en tant que riverain, c'est moi qui ai dû signaler à la ville qu'il n'y avait plus d'éclairage. Grâce à M. Pinet, ça s'est rétabli. On a l'impression que cette rue est un peu oubliée, si vous voulez. Pourquoi ? Parce qu'elle se situe entre des rues passantes qui s'appellent la rue de Lourmel, la rue Violet et le boulevard de Grenelle. De la même façon, il y a une partie des trottoirs, vous parliez tout à l'heure de la voirie, une partie des trottoirs devant le 12 rue Falampin qui est dans un mauvais état. Alors, j'aimerais bien que les encombrants puissent réagir, non pas dans la journée, mais au bout de 15 jours, ça fait beaucoup, si vous voulez. Alors, juste un petit point. Dans les tournées, vous en aviez parlé, j'avais signalé le problème du chantier qui n'avançait pas, avec l'échafaudage qui provoquait des nuisances. C'est pas ça. Non, j'ai bien compris que c'était d'autres questions, mais sur la rue Falampin spécifiquement, que je connais très bien, je vous dis qu'on avait signalé les problèmes et qui a fait... Bon, ça a pris du temps, effectivement, mais qui a été résolu. Totalement. Voilà. Mais ces deux sujets, les encombrants, la propreté, c'est un vrai sujet chez nous. Oui, alors, ça, on va peut-être grouper avec... Oui, madame ? Non, l'île aux cygnes, c'est un budget énorme qui a été consacré. Est-ce que c'est fini ou est-ce qu'on peut espérer avoir quelque chose pour l'accessibilité des PMR, par exemple pour la partie en bas qui va jusqu'à la statue, ou mieux encore de l'autre côté, parce que comment font les PMR quand ils sont sur l'île aux cygnes? Ils ne peuvent pas descendre en bas et ils ne peuvent pas sortir de l'autre côté. Ils sont obligés de faire demi-tour. On sait que c'est un budget énorme, mais bon, c'était simplement pour le signaler que de ce côté-là, on n'avance pas beaucoup. Autrement, pour le point d'activité, c'est formidable parce qu'on voit tout le travail qui a été fait par le conseil de quartier et par votre travail aussi. Donc, c'est super. Et on aimerait bien aussi que ce soit dans tous les autres quartiers, que ce soit comme ça, avec des référents. L'autre petite question, c'est est-ce qu'on peut joindre ces référents ? Bon, ça, ils n'ont peut-être pas envie d'être dérangés. À ce moment-là, est-ce qu'on peut imaginer une boîte à idées par conseil de quartier ? C'est-à-dire qu'on mettrait toutes les questions, tous les points qui nous concernent, et puis à vous de faire le tri. Donc, c'était simplement ça, parce que c'est une idée géniale de faire des référents piétons, référents bruit, référents... voilà, c'était ça. Très bien, Je vous remercie beaucoup. Merci madame. Bon, sur le dernier point, je prends votre place pour une fois. Non, je pense tout simplement que, effectivement, les référents, certains sont récents, mais Monsieur Semel a toujours fait le lien entre toutes les questions qui lui étaient posées en tant que chargé du quartier, bien évidemment, avec moi et puis les référents d'autres. Oui, voilà. Je pense que le plus simple, en effet, c'est plutôt que de multiplier les adresses mail, c'est de m'écrire. Ou à Monsieur Vincent, et pour qu'on répartisse et qu'on voit avec ceux qui, dans le conseil de quartier, ont une mission particulière pour qu'ils puissent s'en saisir. Je pense à Monsieur Well dans ses rencontres avec le commissariat. C'est vrai que lorsque vous avez une problématique particulière, très localisée, c'est quelque chose qui peut signaler lors de cette... Moi, je suis preneur de remontée des gens du quartier. Je suis prêt à mettre à disposition une adresse mail, éventuellement. Sur l'accessibilité de l'île aux cygnes, alors ce que je disais tout à l'heure, c'était vraiment une première phase qui avait été réalisée, peut-être les travaux les plus urgents de remise en état. Alors l'île est accessible par la pente qui descend du quai de Grenelle, elle ne l'est pas du côté de Birakeim, mais finalement c'est un escalier. Je crois que des estimations avaient été faites, mais alors c'était avant cette mandature. Évidemment, c'est très très compliqué de changer les choses de ce côté-là, mais je crois que vous évoquiez plutôt la question de la Statue de la Liberté et de l'accès à cette esplanade, donc je le note, mais c'est vrai qu'on a du mal à obtenir maintenant une visibilité sur la suite des travaux qui pourraient être réalisés. Je pense que dans les travaux un peu prioritaires, c'est quand même le remplacement de ces garde-corps que j'évoquais. Peut-être une remise en état aussi des espaces verts qui sont un peu tristes. Et il y a eu un remblaiement au moment des travaux sur la chaussée, mais c'est sans doute pas suffisant.
Ensuite, alors sur la rue Falampin, alors les encombrants, effectivement, il y a un problème et dans les prochains jours, ça va sans doute pas s'améliorer parce que les encombrants, ils peuvent toujours être collectés. Le service de propreté du 15e n'est pas en grève. C'est une société Pizzorno qui l'assure en délégation de service public. Donc ce ne sont pas les éboueurs de la ville de Paris. En revanche, la déchetterie, elle, est en grève. Enfin, plutôt est bloquée. Donc les encombrants qui seraient collectés ne peuvent pas être conduits à la déchetterie dans les conditions normales. Ce qui peut occasionner des retards. Je pense qu'ils s'orientent vers d'autres déchetteries. Mais je note le problème pour la rue Falampin. J'en parlerai à mon collègue que vous avez cité, Monsieur Pinet. Vous évoquiez aussi l'éclairage. Alors l'éclairage public, en effet, c'est parfois étonnant de se dire que c'est aux riverains de le signaler, mais le réseau d'éclairage public à Paris est extrêmement vétuste. On est sur un réseau, en tout cas dans une grande partie de Paris, qui date des années 30, 40, avec des câbles qui sont extrêmement fragiles, et on se retrouve avec des pannes, avec des rues qui se trouvent plongées dans l'obscurité, effectivement, brutalement. Et lorsque c'est une petite partie de rue, on ne le voit pas forcément, nous, élus, tout de suite. On ne va pas forcément patrouiller la nuit pour vérifier que tout est bien allumé, mais on reçoit des messages, et si c'est le cas dans votre rue, moi je le note pour la rue Falampin, j'irai voir, on peut intervenir directement auprès du concessionnaire. Là aussi, ce n'est pas la ville de Paris qui gère directement l'éclairage, c'est un concessionnaire qui s'appelle Cielis, et qui a pour mission de réparer lorsque c'est nécessaire, et de gérer non seulement l'éclairage public, mais aussi les feux tricolores, les feux de circulation. Donc je note pour cela. Et puis l'état de la voirie rue Falampin, il faudrait que j'aille voir l'endroit dont vous parlez, les trottoirs. Voilà, ça c'est un sujet dont il a souvent été question, mais le budget dont dispose la mairie d'arrondissement, M. Pinet le dirait mieux que moi, la mairie d'arrondissement ne vote pas de budget sur l'entretien de la voirie. Elle utilise le budget qui lui est attribué par la ville de Paris. Ce budget pour 2025, c'était environ 1 million d'euros. Donc 1 million d'euros, je vous ai donné ce que représentait la remise en état de l'île aux Cygnes. Vous voyez, c'est quand même extrêmement peu. C'est-à-dire que l'an dernier, ça a permis de remettre en état une partie de l'avenue Émile Zola, la chaussée de l'avenue Émile Zola, dans la partie la plus au nord, vers le pont Mirabeau et jusqu'à Charles Michel. Mais c'est-à-dire que le reste, c'est malheureusement souvent des réparations un peu des rustines, exactement, des nids de poules qui sont comblés lorsque c'est très dangereux, et on aimerait qu'il y ait davantage de moyens pour la réparation des trottoirs et des chaussées. Mais néanmoins, j'irai voir afin de signaler cela et essayer d'obtenir des moyens, mais qu'on a bien du mal à obtenir. Ouais. Est-ce que j'ai fait le tour des questions ? Je crois que oui. Oui, je crois qu'on a répondu à ces questions. Donc il y a encore... Oui, madame, allez-y. Moi, j'ai une question qui concerne la rue de Pondichéry, où à nouveau on a des gens qui urinent dans le coin où il y a une espèce de petit renfoncement. Alors je trouve ça un petit peu dommage parce qu'il y a juste une école qui s'est créée là, et c'est pas très agréable pour les enfants qui arrivent à l'école. Bon. Et puis d'autre part, je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes de propreté sur l'avenue de la Motte-Piquet, à l'endroit où il y a le café et la boulangerie au coin, où les gens prennent beaucoup de repas et les 2 poubelles qui sont présentes sont remplies. De quel coin parlez-vous, madame ? Avenue de la Motte-Piquet, oui. Au coin avec la rue de Pondichéry. D'accord. Là, il y a une boulangerie et à côté, il y a le Starbucks. Beaucoup de gens en prennent à emporter et on en trouve absolument partout. Et les poubelles, la poubelle à côté du taxi est très petite. Il faut vider plus souvent les poubelles à l'avenue de la Motte-Piquet, vu la fréquentation. Les poubelles ne sont pas pleines. Les gens les jettent volontairement par terre, même quand c'est à côté. Et moi, je fais la chasse à ces gens-là. Voilà. Merci. Oui, madame. Non, ils les jettent par terre. Non, mais... Et les poubelles ne sont pas pleines. Voilà. Madame, oui, allez-y. Oui, bonsoir. On a compris, merci. Bonsoir. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit madame, parce que j'habite rue de Pondichéry.
J'habite rue de Pondichéry et moi je suis constamment sur mon application dans ma rue par rapport à ce recoin qui est un véritable urinoir à ciel ouvert. Hein. Est-ce qu'il y a une période dans la journée, le soir, je crois que la c'est journée? tout le temps, c'est très régulièrement. Alors moi je fais, et il y a aussi dans ce recoin il y a aussi beaucoup de gravats qui sont déposés, qui sont déposés régulièrement. En ce moment, ça va un petit peu mieux, mais moi, je fais régulièrement des photos et j'envoie dans... Et j'ai déjà eu à ce propos, il y a quelques années en arrière, par rapport à ces gens qui urinent, là, Monsieur Pinet, effectivement, en disant que je trouve que la rue de Pondichéry, entre autres, n'est pas toujours très propre, parce que c'est une petite rue qui est un petit peu en dehors des grands axes. Hein. Voilà, c'est mon sentiment. Et voilà, je trouve qu'il y a vraiment un problème de ce côté-là. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour toutes vos questions. Je vous laisse répondre, Monsieur Semel, sur ce dernier, sur la rue de Pondichéry, de manière générale. Oui. Alors, sur la rue de Pondichéry, donc ce problème que vous évoquez, alors... Malheureusement, on le rencontre dans beaucoup de rues de Paris et effectivement souvent des rues un peu tranquilles, comme vous le dites. Donc soit on a des problèmes avec les déjections canines, soit le problème que vous évoquez. Il y a plusieurs réponses. Soit évidemment, les gens nous disent souvent la police municipale. Mais c'est évidemment très compliqué d'avoir des policiers municipaux. Vous avez entendu, ils sont 70 pour un arrondissement de 240 000 habitants. Donc c'est très difficile qu'ils soient là au bon moment pour établir les contraventions. Deuxième solution, c'est évidemment des passages plus réguliers de la propreté pour le nettoiement des rues, même si ça ne résoudra pas forcément le problème. Sinon, évidemment, c'est des aménagements à cet endroit de la rue de Pondichéry. Vous aviez proposé, alors je n'ai pas connaissance de cette proposition, pour que ce recoin ne soit plus adapté à ce type d'usage. Oui, je vois très bien. Ouais. Je veux bien qu'on en discute si vous voulez, madame, et puis voilà, voir si nous pouvons trouver une solution. C'est pas un problème unique, voilà. Ouais. Mais non, bien sûr. C'est régulier tous les week-ends, en particulier. D'accord. Ah, d'accord. Ah oui, moi je fais des remarques à chaque fois. Je leur signale qu'il y a sur le square maintenant. Il y a une sanisette, effectivement. D'accord. Je suis très mal accueillie. D'accord. Je pense comprendre de qui il s'agit alors. Mais on en parlera après. Bien, merci. S'il y a une toute dernière question, parce qu'on arrive à la fin, oui. On va voir cette présentation sur le site de la mairie. Simplement. Alors, pour qu'on puisse la relire attentivement. Oui. Elle sera mise en ligne. Alors, je ne maîtrise pas les délais de mise en ligne par les personnes qui s'occupent de ça, mais ce sera dans quelques jours, avant la fin de la semaine. C'est ça ? Voilà. Alors, dernière question de Madame Dedané. Oui, donc justement sur les tournées qu'on a fait sur l'état de la voirie, moi j'ai remarqué sur la partie que j'ai auditée, vraiment la rue Viala qui est dans un état absolument préoccupant, avec la chaussée qui s'affaisse, donc c'est même pas seulement des nids de poules, c'est vraiment des grandes cuvettes, etc. Mais aussi les pavés. Moi, je l'ai pris à la main, enfin, on les retire. Hein. Ils sont complètement décellés. Moi, j'en ai pris dans la main, j'ai regardé. Oui, tout à fait. Oui. Je l'ai remis en place, mais j'ai testé. Donc, non, là, vraiment, vraiment, l'état de la rue Viala. Comment on traite un cas comme ça ? Comment on fait ? Justement, avec les contraintes Alors sur les budgétaires. affaissements, moi j'avais signalé un autre endroit, rue du Commerce, où il y avait des rétentions d'eau. Donc en fait, il y avait des petits affaissements de chaussée, qui étaient légers. Et la réponse, c'est que, sur ce point uniquement, était qu'il y avait un manque de moyens. Et puis voilà. Je dis sur des petits affaissements. Par contre, sur les pavés, là, ça pose un autre problème. Peut-être qu'il faudra signaler à M. Pinet, certainement. Alors, cette rue, en effet, elle mériterait une reprise globale. Je pense que c'est évident. Aujourd'hui, M. Pinet, je peux parler à sa place, donc il n'est pas là, mais je vous dirais que les moyens ne sont pas, qui sont nécessaires à ces travaux ne sont pas disponibles. Néanmoins, s'il y a un risque comme celui que vous évoquiez avec des pavés qui sont décellés, là, je pense qu'il y a une intervention d'urgence qui peut être faite pour qu'au moins ils soient rejointoyés, remis en place correctement. Donc je vais le demander aussi. Je ne peux pas m'engager sur un délai d'intervention, mais en tout cas, ce sera fait. Voilà. Merci beaucoup. Il est 21h pile. Donc, merci beaucoup à tous les conseillers
et bonne continuation.